Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour Raphaël, bonjour Cercle des volontaires, toujours fidèle au poste, je vois. Et oui, même d'heure matinale. Donc on devait faire une interview chez vous. On va la faire en route puisque iTélé vous a appelé pour 4 heures d'enregistrement en temps réel. Oui, je vous remercie d'être aussi fidèle et au rendez-vous du moins. Et réactif, on va dire. Oui, exactement. On improvise. Donc, alors, on va être un petit peu plus sérieux maintenant, puisque en fait, on est en votre compagnie pour parler d'un sujet grave, l'attentat au Charlie Hebdo, les prises d'otages et l'assassinat de la policière. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le profil des terroristes qui ont agi ? Alors, vous savez, ces terroristes, déjà, c'est du has-been, comme on dit dans le langage des jeunes, ce terme anglais. C'est-à-dire, c'est la tranche des cellules dormantes de la période 95, la période irakienne. Or, ce que l'on craint aujourd'hui dans les menaces, ce n'est pas, évidemment, il y a toujours cette tranche de cellules dormantes, mais il y en a une autre beaucoup plus dangereuse, c'est celle qui vient, qu'on va appeler bientôt les Syriens, comme on a appelé avant la tranche des cellules dormantes d'Irak, les Afghans. Ça a précédé lors de tous les efforts des États-Unis pour pousser l'Empire soviétique à l'effondrement, c'est-à-dire à la guerre d'Afghanistan. On a eu les Afghans qui ont commis des attentats un peu partout dans le monde. Et puis là, les menaces qui pèsent non seulement sur la France, mais sur le monde entier, c'est pour cela qu'il y a cette solidarité entre les différents pays. C'est que maintenant, on a affaire déjà peut-être à 10 fois plus, sinon 20 fois plus de terroristes islamistes djihadistes qu'avant. Et là, ils n'appartiennent pas uniquement à, si vous voulez, un pays bien précis, non, parce qu'il y a vraiment une internationale islamiste. D'accord. Alors oui. J'ai une question, parce que ça fait longtemps que maintenant qu'on vous interviewe, ça fait presque 2 ans. Il y a une question essentielle, c'est ces djihadistes, je parle de ceux qui reviennent de Syrie, qui les a financés, qui les a armés, qui les a entraînés? Alors, forcément, il y a plusieurs sources de bailleurs de fonds, disons. Alors, il y a essentiellement le royaume saoudite d'abord, qui a aidé les frères musulmans, et il y a également le Qatar qui s'est greffé là-dessus avec ce qu'il a été convenu d'appeler le printemps arabe, qui n'a, comme on le sait, rien d'un printemps finalement. Mais comme j'ai parlé des frères musulmans, je voudrais insister, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net qui présentent les frères musulmans sous un jour rayonnant, que c'est des gens bien, qui ont bien compris l'islam. Et là, vraiment, c'est une imposture et une grande supercherie. Parce que, comme je l'ai démontré dans certains colloques ou certains écrits, quand on a traduit les textes fondateurs de Hassan el-Banna, tout ce qui pouvait nuire à l'image de ce fondateur a été supprimé dans la traduction. Alors que quand on revient au texte, mais c'est horrible. C'est quelqu'un qui vous dit « Nous sommes une communauté qui sait mourir, qui connaît l'art de mourir ». Et il parle même, le terme en arabe, c'est « sina'a », c'est l'industrie de la mort. Alors vous voyez comment après, d'ailleurs ça explique pourquoi ces gens-là n'ont pas voulu négocier. Ils ne se sont pas rendus parce que le 5e pilier du mot d'ordre des frères musulmans, notre souhait le plus cher, c'est de mourir en martyr. Et dans cette perspective des frères musulmans, le musulman naît pour mourir en martyr. Et pourquoi? Alors là, on rejoint un autre point de ce mot d'ordre. Le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, ou les forces soutenues, selon les cas, mais dans la bouche du fondateur, c'est la guerre sainte. Il faut que tout musulman se batte pour répandre la vérité divine et la charia de Dieu. Et là, après une bonne guerre, le monde va être pacifié et la lumière de Dieu va couvrir la planète.
voilà, vous savez, ce sont une exégèse du Coran qui est complètement erronée. Le Coran ne demande pas aux musulmans d'aller se battre. Vous me dites, oui, mais parfois le texte est clair, il le dit. Oui, mais dans une conjoncture bien précise, particulière, qui est dans la vie du prophète, au début de l'islam. Mais là, les exégètes intégristes, fondamentalistes et fanatiques, en fin de compte, l'ont généralisé. Vous voyez, la majorité de nos problèmes avec l'islam, ce sont des généralisations qui n'ont pas de fondement réel. Leur fondement, c'est-à-dire, il y a un verset dans le Coran, mais ce verset a été révélé à un moment bien précis de l'histoire et ne peut pas être valable pour toute situation. Voilà, c'est la généralisation qui pousse ces gens-là à leur tout. Bien sûr, vous avez des différentes sensibilités, mais ça tourne toujours autour de la même chose. Il faut aller à la reconquête du monde pour qu'ils deviennent musulmans. D'accord. Alors, j'ai une question. Donc, si j'ai bien compris, donc les terroristes qui ont agi là ne reviennent pas de Syrie, d'Irak. Ils ne sont pas passés par la Syrie et l'Irak. C'est la génération d'avant. Oui. Donc, ils sont passés par quel théâtre d'opération? Alors, peut-être qu'il y a eu des contacts avec la Syrie très récents. Mais les vrais contacts ont eu lieu avec le Yémen. Et vous savez qu'il y a un prédicateur yéméno-américain, l'Awlaqi, qui est cité d'ailleurs chez le calife al-Baghdadi comme héros de l'islam. Voyez. Et là, selon les déclarations de Koulibaly, c'est que c'est l'Awlaqi qui, n'est-ce pas, qui aurait poussé ces gens-là, qui leur a donné même les déclarations d'un des frères. C'est très contradictoire. Tantôt, c'est donc Al-Qaïda, tantôt, c'est l'État islamique. Pour Koulibaly, c'est l'État islamique, mais pour les deux frères, c'est plutôt Al-Qaïda du Yémen. Mais en fait, l'État islamique, si vous voulez, est un rejeton de Al-Qaïda. Sauf que l'État islamique, Daesh, a créé un problème avec Al-Qaïda dans la mesure où il y a eu un calife qui s'est proclamé calife. Donc, il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus d'Al-Qaïda. Oui, c'est ça qui pose les problèmes. Vous voyez. Et la différence, c'est que l'État islamique s'appuie sur un territoire, alors qu'Al-Qaïda ne possédait pas de territoire. Oui, mais c'est peut-être encore aussi dangereux, sinon plus, parce que vous avez Al-Qaïda qui est au Yémen, vous avez Al-Qaïda qui est en Arabie, vous avez Al-Qaïda qui est maintenant au Maghreb. Je crois que ça revient. Revenons, si vous voulez, aux frères musulmans. Pour eux, n'importe quel musulman, il dit, c'est clair, je vous cite presque texto, tout musulman qui dit la shahada, c'est-à-dire le credo musulman, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mahomet est son prophète, relève de l'autorité musulmane, relève du calife. Il ne relève pas, n'est-ce pas, de l'État où il vit. C'est-à-dire, ces gens-là estiment que tout musulman qui vit en France, par exemple, ne doit pas allégeance, entre guillemets, à l'État français, mais à l'autorité religieuse. Parce que dans leur vision, l'État de l'islam, c'est un État hyper théocratique, voyez-vous. Et c'est là le danger, parce que depuis les années 80, à la mosquée de Stalingrad, j'ai surveillé ça, moi je vous dirai de près. J'ai vu la montée de ces prédicateurs qui nous venaient du Proche-Orient et qui essayaient de monter les musulmans de France contre l'autorité française. Pas tout le temps. Il y avait des prédicateurs modérés. Mais dans le lot, il y avait d'ailleurs les services secrets de l'époque ont interdit de séjour plusieurs voyageurs représentants de l'islam qui nous venaient du royaume saoudite et d'ailleurs. Voyez-vous, l'histoire de cette montée intégriste en France et de
vouloir se servir des musulmans de France comme un cheval de Troie, hein, ça remonte aux années 80. Après cet envoi, vous voyez par exemple, toutes les instances qui représentent les musulmans de France sont nées avec des prédicateurs venus de l'étranger et financés par les pays du Golfe, souvent. Les pays, que je rappelle, qui sont alliés à la France et à l'Occident. Exactement. Et puis la France aussi a commis des erreurs. Par exemple, il y a un autre épisode qu'on oublie de citer, c'est ce qu'on appelle les LCO, les langues et cultures d'origine. C'est-à-dire que la France, dans des accords bilatéraux, a signé avec l'Algérie, le Maroc et les pays du Maghreb un accord pour enseigner l'arabe. Or, dans ces accords, on n'a pas fait gaffe et il y avait des cours de religion à l'école primaire. Bon, que ce soit fait par des instituteurs laïcs, d'accord, mais là, on nous envoyait des profs de là-bas qui n'avaient rien à voir avec la France, qui ne connaissaient pas la mentalité française, ni la pédagogie française, qui utilisait le bâton, qui enseignait bêtement le Saint-Coran, parce que on peut enseigner le Coran avec intelligence et on peut aussi enseigner le Coran n'importe comment. Vous voyez, bourrer le crâne d'un petit enfant de textes qu'il ne comprend pas, hein, dans leur esprit, ça va le préserver, le garder, c'est comme un porte-bonheur. D'accord, oui, mais ça ne va pas avec le b.a.-ba de l'enseignement de la République. Je m'étais révolté en 89 au journal Le Monde, dans un entretien avec Jean-Jacques Bauzonnet, hein, je vous renvoie, en disant « basta, il faut arrêter ces LCO ». Et heureusement qu'on les a arrêtés, mais le problème n'a pas été résolu. Alors, les terroristes sont passés par les prisons françaises. Hein. Alors, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, quelle est la solution par rapport à ces personnes qui sont parties à l'étranger, qui ont reçu des formations militaires, qui ont parfois fait la guerre et qui reviennent en France? Voilà. Alors, vous voyez, maintenant, là où sont formés les djihadistes, les nouvelles cellules dormantes, hein, parce que franchement, on va en avoir beaucoup, hein, c'est les prisons. C'est un peu, on a suivi dans les prisons françaises l'exemple américain. C'est parti des États-Unis. Il y a eu une islamisation très poussée dans les prisons américaines. Là-bas, elle se justifiait, je dirais, plus qu'en France, parce qu'il y a tout le problème de l'islam noir, vous voyez, de tous les assassinats. C'est une autre histoire, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la population carcérale française est, à majorité, c'est malheureux, hein, est formée d'immigrés. Et dans ces immigrés, enfin, il y a évidemment des gens qui sont nés en France, d'autres pas, et qui sont musulmans. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé, la France n'était pas préparée, tout comme elle n'était pas préparée à enseigner l'arabe comme langue laïque du monde arabe, et pas forcément de l'islam. L'arabe a existé avant l'islam, voyez-vous. Elle n'était pas préparée non plus au niveau, je dirais, du rabbinage, c'est-à-dire des aumôneries. Il faut des aumôniers, il faut former des imams pour ces prisonniers, vous voyez. Voilà. Okay. Donc, alors, que faire des terroristes une fois qu'on les... Est-ce qu'il faut les attraper? Est-ce qu'on peut les attraper avant qu'ils commettent des attentats? Ça pose le problème du pré-crime. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on les a attrapés? Voyez. Après le 11 septembre, les États-Unis ont fait un appel d'offres par des spécialistes du monde arabe et de gens qui parlent l'arabe. On a le nombre de postes. C'est 8000 postes qu'ils ont créés pour l'étude du monde arabe, former des arabisants et tout. En France, on a une chance. Nous avons une population qui parle arabe. Alors je crois que c'est... D'ailleurs, vous avez vu, celui qui est tombé martyr de la République, si je puis dire, à qui je rends hommage, à sa mémoire, le policier Ahmad Mrabit, hein,
c'est quelqu'un d'origine marocaine et qui servait dans la police française, vous voyez. Donc, à mon avis, on peut, justement, nous sommes un pays bien situé pour, comment dire, parer à cela. On est même mieux doté, je dirais, que les États-Unis. Nous avons à peu près de 5 à 7 millions de musulmans en France. Et cette population est bien loin du fanatisme. Le danger, c'est que, si vous voulez, maintenant, le terrorisme est dispatché. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des terroristes qui viendront de la Turquie, des réfugiés syriens qui sont opposants et qui sont islamistes, qui se trouvent en Turquie et qui agissent en toute liberté, au Liban, en Jordanie, en Irak. Vous voyez, vaste programme. Moi, je plains vraiment les services secrets, le ministre de l'Intérieur. Et là, franchement, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, François Hollande, qui, je ne sais pas, sûrement il le sait, qu'il est, dans des vidéos de menaces, on le cite nommément, qu'on veut sa peau, et malgré ça, non, franchement, il s'est déplacé. Il a cherché à être dans tous les lieux dangereux. Et ça, franchement, ça montre une France courageuse. Alors, ceci dit, quand même, la France a joué depuis longtemps avec le feu, avec le terrorisme musulman. Et la France est toujours. Les commentateurs disent aujourd'hui que la France est en guerre, mais en fait la France, si on regarde bien, elle est en guerre depuis le 11 septembre 2001 et l'engagement des forces françaises en Afghanistan. La guerre est engagée au Mali, en Centrafrique, elle est impliquée en Syrie. Il y a des forces françaises qui seraient sur place au Nigeria également. Voilà, elle a été engagée en Libye. Je termine ma pensée. La France a alimenté aussi le terrorisme puisqu'elle a soutenu les rebelles syriens. Et on sait très bien que la frontière est extrêmement poreuse entre les différentes factions des rebelles syriens, Al-Nosra et compagnie, et l'État islamique. Donc elle a fourni des armes, elle a même, selon certains témoignages, formé ces terroristes. Donc la France est quand même coupable. Oui, je suis content de vous l'entendre dire. Si vous voulez, il y a eu à un moment donné une attitude ambiguë. Et là, je crois que c'est une maladresse qui a été commise par nos affaires étrangères. C'est le fait de reconnaître la coalition syrienne comme le seul et unique représentant du peuple syrien. Surtout, après ça, on a eu des déclarations des différents présidents de la coalition ou du Conseil syrien, des déclarations qui disaient que le Front musulman était celui qui travaillait le mieux. D'ailleurs, des propos qui ont été pratiquement repris par Fabius, les islamistes font du bon boulot. On a eu des déclarations de Georges Sabra, lui qui est soi-disant chrétien d'origine et communiste, a dit qu'il faut travailler avec les groupes islamistes en Syrie pour renverser le gouvernement d'Assad. Voyez-vous, mais maintenant, vous voyez, moi, à mon sens, il faudrait, si je puis dire, suggérer à la France une politique. Il faudrait dire que cette coalition syrienne peut nous aider à infiltrer les groupes islamistes, puisqu'ils sont en rapport avec eux. Ce que je dis là, si vous voulez, bon, ça fait sourire, mais ou alors vous retirez votre reconnaissance de cette coalition syrienne. Parce que c'est ce que j'allais dire, parce que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il me semble, vous me contredirez si je me trompe, dans la région, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, la Syrie était justement, les services de Bachar Assad étaient parmi ceux qui coopéraient le plus avec la France et qui ont permis d'identifier nombre de futurs terroristes. Exact. Je peux vous dire que moi, en tant que professeur de géopolitique à l'ENSTA, quand j'étais à l'ENSTA Techniques Avancées, on a eu même un élève de l'ENSTA qui a été en Syrie pour passer en Irak. Et les services secrets syriens nous ont appelé qu'il y a un élève et ils l'ont rendu en France. Donc, toute la propagande fausse qui voulait criminaliser la Syrie dans ce dossier s'est avérée fausse entièrement.
Eh bien, monsieur Bassam Tahan, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Raphaël, et à bientôt, j'espère. Et la France supportera cette guerre, et je fais confiance, je dirais, à son peuple, plus qu'à tous les gouvernements. Hein. Le peuple français est vaillant. Merci.